Bonjour à tous et encore une fois, bonne année 2018. On se retrouve pour cette vidéo critique des plus grosses sorties du mois de janvier 2018. On commence par le grand jeu. Aaron Sorkin se met à la réalisation et cela fonctionne. Grand scénariste connu pour son travail sur The Social Network ou encore Steve Jobs, il est le grand maître des monologues taillés sur mesure et des dialogues percutants. Et vous savez quoi ? Le grand jeu en est rempli à ras-bord. Aaron Sorkin a tellement un énorme respect pour ses acteurs qu'il leur laisse à tous au moins un moment pour briller et marquer le spectateur. Jessica Chastain est bien sûr parfaite pendant tout le film et celui-ci est une déclaration d'amour à son talent d'actrice. Mais Idris Elba et Kevin Costner ne sont pas en reste et ont chacun une scène qui va vous foutre les frissons tellement ils sont bluffants dans leur jeu d'acteur. C'est du très grand jeu, voilà, on se marre, c'est l'enjaillement à 200%. La réalisation et le montage sont assez efficaces et le film a un rythme trépidant qui fait qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde. C'est un excellent biopic et le traitement autour du poker clandestin est bien amené et ce de manière claire, ce qui est rarement le cas dans ce genre de film. Je n'ai pas grand chose de plus à dire à part que ce film est excellent et que si le parcours d'une femme au sein du poker clandestin, son ascension et sa chute dans ce domaine vous intéressent, vous n'avez plus qu'à foncer. Ce que je pense vous avez déjà dû faire étant donné que le film est sorti il y a un mois. Downsizing est une comédie en apparence assez bancale, mais dont le message et le fond m'ont totalement convaincu. Si le côté science et le rapetissement des personnages est le truc qui m'a fait venir en salle, c'est plutôt la deuxième partie du film qui se consacre plus sur le social et les conséquences de cette vie de taille minuscule qui m'a fait aimer celui-ci. Tout particulièrement, c'est l'interprétation de Hong Chau et son personnage qui m'a fait adhérer au film et je tiens à informer aux personnes qui critiquent ce personnage en disant qu'en VF, elle a un accent à la Michel Leb à couper au couteau, qu'en VO, elle a également cet accent. Le personnage a été réfléchi comme cela, donc ne critiquez pas la VF et à l'avenir, renseignez-vous avant de dire n'importe quoi. L'humour du film est géré assez étrangement, puisqu'une bonne partie des vannes auront du mal à susciter une réaction vis-à-vis du spectateur, mais certaines font mouche tout de même, en particulier du côté des répliques du personnage de Hong Chau et de Christophe Waltz. La morale du film est également plutôt bienvenue, même si je peux comprendre qu'elle soit assez déroutante et peu satisfaisante pour certains, mais elle a le mérite d'être cohérente avec le propos du film et son angle de vue abordé. Les effets spéciaux sont plutôt bien réussis et les acteurs font leur taf. On passe relativement un bon moment devant le film qui se permet de poser des questions justes et d'y apporter une réponse. À vous d'être d'accord avec ou non. Donc, je vous conseille Downsizing. Three Billboards, les panneaux de la vengeance, est le film que je n'ai pas du tout compris du mois. Tout le monde est dithyrambique sur ce film, mais pour ma part, je le trouve loin d'être parfait. L'histoire nous présente une mère qui, après l'assassinat de sa fille, il y a 6 mois, décide de faire la publicité de l'inactivité des flics locaux sur cette mort en monopolisant 3 panneaux routiers à l'extérieur de la ville d'Ebbing, dans le Missouri, lieu où tout ce petit monde vivote. Le problème du film, c'est son ton, mais également son histoire. Tout d'abord, le ton. Le film est plutôt drôle par le biais du personnage de Frances McDormand, qui a des répliques assez cinglantes et qui font mouche à chaque fois. Son personnage est très bien écrit et c'est vraiment le gros point positif du film. De toute manière, s'il y a un point dont je n'ai pas besoin de revenir, c'est l'interprétation des acteurs qui est irréprochable, même si le personnage de Sam Rockwell ne m'a pas surpris, car il a souvent l'habitude de jouer des abrutis. Cependant, la mentalité de ce personnage et son passé vont me permettre de pouvoir revenir sur le problème du ton du film. Énormément de choses graves se passent dans le film et tout cela est traité par-dessus la jambe. Et pourtant, certaines de ces choses graves sont montrées directement mais n'amènent à aucune conséquence, ou lorsqu'on a des conséquences, celles-ci sont abandonnées rapidement et on n'en reparle même plus. Comme si cette ville d'Ebbing ne connaissait pas le dépôt de plainte, la justice ou la prison. Si cela amuse au début, au bout d'un moment cela fait soulever des sourcils et le décalage ne fonctionne plus. Et ne fait même plus rire si tant était que cela a été le but à la base. Deuxième problème, l'histoire. Le film se termine de manière non satisfaisante et laisse beaucoup de questions en suspens. Soit cela peut être un parti pris et après tout on peut laisser le spectateur deviner ce qu'il adviendra après. Sauf que dans le cas de ce film, et dans son état actuel, celui-ci souffre d'une énorme incohérence autour de sa question principale, à cause d'une scène située au milieu. Pour ceux qui l'ont vu, je vous dis « porcelaine cassée dans magasin », pour vous indiquer. Cette scène, au cours du visionnage, fait naître des interrogations autour d'un certain personnage, sauf que le film va répondre à ces interrogations à la fin de manière plutôt tranchée, ce qui rend la scène « porcelaine cassée dans magasin » totalement incompréhensible. On pourrait supposer que la réponse à ces interrogations à la fin est fausse,
et que donc la question principale du film est résolue. Mais si ce n'est pas le cas, et si on se tient seulement à l'état actuel du film et ce qu'il nous dit, le film a une grosse incohérence en plein milieu de son scénario. Et ce qui finit de m'achever, c'est que ce scénario a eu le Golden Globe du meilleur scénario original. Donc maintenant, on peut écrire des scénarios incomplets et incohérents et être récompensé. Merci Hollywood. Tant qu'on y est, vous allez nommer Justice League Oscar du meilleur film ? Three Billboards est donc un film plutôt bancal. Si l'interprétation et les dialogues sont parfaits, le ton et le scénario souffrent de trop gros problèmes, ce qui m'empêche de crier au chef-d'œuvre. Est-ce que vous devez aller le voir ? Oui, pour Frances McDormand, sinon, rien ne vous y oblige. In the Fade. Diane Kruger est extraordinaire dans ce film de vengeance très bien orchestré par Fatih Akin. Tension extrêmement bien gérée, le film ne vous lâchera pas, et ce, même après le visionnage. On suit Katia, qui voit perdre son mari et son fils dans un attentat à la bombe, et je ne dirai rien de plus pour ne pas vous spoiler, tant le film est assez surprenant sur certains aspects. Le film est découpé en 3 grands chapitres. D'ailleurs, ce serait peut-être mon seul petit bémol, c'est que le titre du film apparaît après le titre du premier chapitre, ce qui n'est pas très cohérent, mais je chipote. Les 3 chapitres sont découpés de manière logique et claire. Le deuxième chapitre est celui qui m'a le plus marqué, tant la mise en scène est impeccable et le jeu des acteurs aux petits oignons, même si la conclusion de cet acte me paraît assez peu crédible. Mais vu ma faible connaissance du droit allemand et de sa jurisprudence, disons que cela est peut-être fort probable. In the Fade est donc un film que je vous invite à voir de toute urgence. C'est un excellent long métrage, servi par une actrice parfaite dans son rôle. Ce qui me rend encore plus déçu de son absence aux nominations aux Oscars de cette année, dont peu des œuvres nommées m'ont réellement convaincu. The Passenger est un énième thriller d'action avec Liam Neeson et, comme d'habitude, l'efficacité est au rendez-vous, ainsi que l'action. La tension est bien gérée, l'intrigue est très prenante et le film parvient à surprendre sur certains aspects. Seul souci, des effets spéciaux pas terribles et un script qui ne cessera jamais de ne pas vous faire penser à Non-Stop, précédente collaboration entre Liam Neeson et Home Colessera. Donc c'est du bon. Après, c'est pas le film du mois, c'est sûr, mais au moins on peut dire que cela est satisfaisant et on sort de la salle en n'étant pas déçu. Fan du genre, vous pouvez y aller. Steven Spielberg revient cette année pour 2 films dont mon attente était assez élevée. D'un côté, Ready Player One qui sort en mars et qui semble être le film temple de la culture geek, et donc forcément cela me parle. Et de l'autre côté, Pentagon Papers, le premier film qui réunit à l'écran 2 de mes acteurs préférés, Tom Hanks et Meryl Streep. De plus, l'histoire me paraissait intéressante car peu connue de notre côté de l'Atlantique, puisque nous avons plutôt eu vent du Watergate que de l'affaire du Washington Post, qui avait publié des documents top secrets liés sur la guerre au Vietnam, et plus particulièrement une analyse du terrain dirigée par McNamara, qui montrait d'avance que la guerre était quasi impossible à gagner du côté américain. Mais les différents gouvernements qui se sont succédés durant cette guerre ont quand même envoyé les soldats au casse-pipe. Du coup, en théorie, j'étais passionné, et à fond. Et dans les faits, pas tellement. Je me suis pas mal ennuyé devant Pentagon Papers, qui est un film extrêmement verbeux, mais ça en soi, cela passe très généralement, lorsque le montage est assez efficace, ce qui n'est clairement pas le cas ici. La réalisation de Spielberg et le montage du film est d'un classicisme qui mène jusqu'à l'écœurement et l'ennui. Tout est plat, les dialogues sont intéressants mais manquent de mordant, de peps, de répliques vraiment détonnantes. Et c'est bien la première fois que j'ai la sensation de voir un Spielberg qui n'est qu'un amuse-gueule ou un petit film vite fait, le temps qu'un plus gros film avec plus de budget et plus de temps investi à l'intérieur, en l'occurrence Ready Player One, n'arrive. Et pourtant ce n'est pas la première fois que Spielberg agit comme ça. La dernière fois il avait sorti Le Bon Gros Géant et avant un film qu'il avait pu caser pendant la post-prod de celui-ci, qui s'appelait Le Pont des Espions. Et Le Pont des Espions était un vrai chef-d'œuvre instantané, car l'histoire était passionnante, le montage assez recherché et des idées de réalisation neuves, avec un sommet de la tension dans son dernier acte sur le pont. Mais là, Pentagon Papers, c'est l'ennui. C'est bien réalisé, même si c'est classique, la reconstitution de l'époque est parfaite, et voir comment les journaux étaient publiés est assez passionnant. C'est également très bien interprété, même si certains acteurs comme Sarah Paulson sont un peu sous-utilisés, au détriment bien évidemment des 2 mastodontes du cinéma que sont Tom Hanks et Meryl Streep. Mais là où cela devrait être une grande fête, on a droit à la petite soirée du samedi qu'on est content d'avoir, mais on sait qu'on en aura encore une la semaine prochaine. Le film ne crée pas l'événement, et si l'histoire vous intéressera, je pense que la manière dont elle a été racontée, c'est-à-dire plus par le prisme du Washington Post que celui du New York Times, qui ont été les premiers à poster ces documents, va faire qu'elle ne vous marquera pas. Le film n'est pas mémorable non plus, et du coup on reste sur sa fin, tout en ayant l'impression de s'être bien fait ennuyer pendant une bonne partie des 2 heures du film.
Donc à voir si vous êtes intéressé, mais attendez-vous à un film sans éclat. Décidément, les comédies musicales qui sortent fin janvier font à chaque fois très très mal. Après La La Land, voici The Greatest Showman, dont les chansons sont signées par les mêmes auteurs que le film avec Emma Stone et Ryan Gosling. The Greatest Showman suit le parcours de P.T. Barnum, celui qui aura été le premier à mettre en avant ce que l'on appelle les freak shows, c'est-à-dire une sorte de cirque des curiosités souvent exagéré comme cela est montré à quelques moments du film, mais qui laissait libre cours à l'imagination des spectateurs. Le film est une réussite totale et m'a laissé le souffle coupé dès les 5 premières secondes. Toutes les chansons du film sont excellentes et magnifiquement bien interprétées. Le film est un spectacle dans tous ses instants. Hugh Jackman est formidable, ainsi que Michelle Williams. Zac Efron joue bien, même si j'ai un problème physique avec lui et ses expressions du visage quand il est sérieux. On a l'impression qu'il est constipé H24. Mais l'actrice qui m'a réellement surpris par sa justesse et les messages que véhicule son personnage, c'est Zendaya. Elle joue vraiment super bien, ce qui me fait dire que c'est une vraie honte qu'elle ne soit présente que 10 minutes à l'écran dans le dernier Spider-Man. Et cela me fait dire aussi qu'apparemment chez Disney et Chanel, on ne déconne pas avec la découverte de talent. Rebecca Ferguson est également parfaite dans son rôle, mais je trouve dommage d'avoir pris une actrice qui ne chante pas, même si le playback est réellement invisible et que l'interprétation m'a réellement ému. La réalisation est époustouflante, même si certains effets spéciaux ne sont pas discrets et un peu trop in your face. Le film se permet même d'envoyer un message directement aux critiques, et plus particulièrement aux critiques du cinéma qui n'aimeraient pas ce film, avec une excellente réplique de P.T. Barnum, destinée à un critique de théâtre où il lui demande la dernière fois qu'il a ri ou pleuré au théâtre, et à quel point c'est triste de voir un critique de théâtre qui n'aime pas le théâtre. C'était tellement beau que j'en ai applaudi. Mais le film est plus focalisé sur des messages de tolérance et également sur la famille, qui sont des messages qui ont su trouver un écho dans mon cœur. Putain de bordel de merde, je dis des belles choses aujourd'hui. Donc voilà, The Greatest Showman, c'est le film du mois de janvier pour moi. Le film qui m'a fait ressentir toutes les émotions, que je reverrai sans aucune hésitation et dont les musiques vont me marquer jusqu'à ma mort. C'est un peu trop fataliste, non ? Foncez en salle, c'est du tout bon, et non, je ne ferai pas comme l'année dernière, je ne chanterai pas. Ça m'a suffi, au revoir.